Bonjour Sergueï Parkhomenko. Vous êtes journaliste et éditeur russe. Vous avez été un des leaders de l'opposition au régime Poutine. Non, pas du tout. Je suis pas Non? leader de l'opposition, je suis journaliste indépendant, je suis coordinateur des certaines initiatives civiques, mais non. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au moment des élections de 2011-2012, vous avez quand même beaucoup participé, sinon été à la tête des différentes manifestations dont l'on se souvient à cette époque. Donc tout ça vous a valu, ces activités vous ont valu d'être mis sur la liste des agents de l'étranger. C'est vrai. Et si ma chaîne YouTube Eurasie Express avait été en Russie, j'aurais été obligé de mettre un petit panneau comme quoi j'interviewais Monsieur Sergueï Parkhomenko, agent de l'étranger, pendant une bonne minute. C'est bien ça? Vous vous n'êtes pas obligé, pas du tout. En Russie, on n'est pas obligé? En Russie, vous êtes obligé si vous êtes un média officiel enregistré. Là, vous êtes obligé de mettre ce panneau. Mais si vous n'êtes pas enregistré en Russie, vous pouvez ne pas le faire. Jamais, jamais, ni l'AFP, ni, je sais pas, Monde, Le Point, LCI, ils n'ont jamais affiché. En dehors de la Russie, c'est la raison pour laquelle je m'exclus de cette obligation. Alors, Sergueï Parkhomenko, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça signifie d'être agent de l'étranger? Comment ça se passe? Quelle est la procédure suivie? Et quelles sont les conséquences, surtout en Russie, pour les journalistes et autres acteurs d'être mis sur cette liste? C'est le ministère de la Justice russe qui a le droit de mettre les gens sur la liste des agents étrangers sans aucune obligation de prouver ou de donner quelques raisons de cette nomination. Et normalement, ceux qui sont sur la liste, ils sont obligés, ils préfèrent d'aller sur la voie de justice. Ils commencent le procès pour protester cette nomination. Le procès est toujours perdu. Dans 100% des cas, il y avait un seul cas où ce procès se terminait par la victoire de celui qui a essayé de protester. Mais pendant ce procès, le ministère de Justice, enfin, a besoin de donner quelques raisons, d'expliquer sa décision. Parce que c'est la procédure du procès. Et là, enfin, hurrah, vous avez un papier où c'est inscrit pourquoi officiellement, formellement, vous êtes désigné. Moi, dans mon cas, c'était la participation dans l'activité de station de radio Air Moskvy, qui était une station de radio officielle et qui n'était pas agent étranger, parce que entre les propriétaires, entre les propriétaires des parts de Air Moskvy, il y avait un étranger. Donc, l'argent que j'ai eu là était considéré comme le revenu étranger, parce qu'il y avait une propriété d'un part, je ne rappelle plus, 18% ou 8% ou 1,8%. Je ne rappelle pas tellement quel était le pourcentage de ce participant. Voilà, un, c'était ça. Et deux, c'était complètement faux. Ils ont inscrit que j'ai eu certains revenus provenant de l'agence des réfugiés en Irak. J'ai jamais été en contact avec cette organisation. J'ai jamais même eu, je sais pas, la moindre correspondance ou quelqu'un que je connais. J'ai jamais eu rien. Mais ils ont inscrit ça, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi ils ont décidé ça, pourquoi ils ont imaginé ça. Mais bon, en fait, depuis, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance parce que depuis la législation russe est changée,
Et maintenant, il ne s'agit même pas de l'argent que vous devez, des revenus que vous devez avoir provenant de l'étranger, mais ça suffit d'être sous l'influence étrangère. Qu'est-ce que c'est l'influence étrangère? Personne ne sait. Peut-être vous avez lu un journal étranger, ou vous avez regardé une chaîne de télé étrangère, ou vous avez des copains à l'étranger, ou vous préférez du vin français ou du fromage hollandais, je ne sais pas, mais vous êtes sous l'influence étrangère. Voilà. En ce qui vous concerne, donc, c'est le ministère de la Justice qui vous a inscrit directement sur cette liste. Ouais. Mais comme vous abordez la question en général, ça peut être sur la base d'une dénonciation d'un de vos proches. Non, ils n'ont pas besoin d'aucune dénonciation. J'ai entendu parler de cas de ce type. Ils font cette liste eux-mêmes. De temps en temps, il y a quelques amateurs des dénonciations qui écrivent quelque part ou qui gueulent ou qui parlent en disant voilà, je veux celui-ci nommé agent étranger, mais ce n'est pas du tout dans 100% des cas. D'accord. Et quelles sont les conséquences pour celui qui est nommé agent de l'étranger? Les conséquences deviennent de jour en jour et de plus en plus graves parce que la législation russe continue à se développer et à s'élargir dans ce domaine-là. Ça a commencé en 2012 et au début, ce n'était rien, ce n'était qu'une information. Et les pouvoirs disaient que, écoutez, il n'y a rien d'important, tout simplement, on va savoir d'où viennent vos revenus. Si vous recevez de l'argent de l'étranger, on va le savoir, c'est tout. C'est honnête de l'annoncer ouvertement. Mais depuis, il y a de plus en plus de discriminations, de plus en plus des limites. Vous pouvez pas vous approcher à quelque chose lié à l'instruction, aux enfants, à l'école, à l'université. Pas de lecture, rien de pédagogique, c'est interdit. Donc un enseignant perd son travail, quoi. Oui, absolument. Ouais. Vous avez de plus en plus de problèmes si vous voulez vous présenter pour l'élection, même municipaux, même pour le moindre mandat municipal. Vous avez de plus en plus de problèmes si vous êtes auteur d'un livre, parce que votre livre doit être emballé pour que l'acheteur ne peut pas l'ouvrir dans la librairie. Il faut mettre une affiche spéciale, coller une étiquette spéciale, comme quoi c'est un agent étranger. Et voilà, il y a de plus en plus, il y a beaucoup de différentes sortes des obligations. En plus, vous êtes obligé de mettre partout, sur n'importe quel, sur la moindre mot que vous prononcez publiquement, par exemple un tweet, un post dans Facebook, un commentaire dans Facebook, vous êtes obligé de mettre cette explication que moi je suis agent étranger. Moi j'ai refusé, moi je le fais pas. C'est pour ça. Vous êtes à l'étranger, non? Ouais, moi je suis à l'étranger. J'ai refusé de mettre ces explications. Ça me paraît absurde. Et j'étais puni pour ça. Mais déjà à 3 reprises, j'avais des amendes de plus en plus importantes. Que vous payez? Ouais, que j'ai payé. Ouais. Voilà, la troisième signifie que la prochaine fois, ça sera un procès déjà criminel et je risque de 5 ans de prison. Parce que j'ai refusé. Si vous retournez en Russie. Si je retourne en Russie. Voilà. Je crois que ça va s'aggraver petit à petit. Ils vont aller vers la confiscation des biens et de l'argent, vers l'arrestation de mon appartement, par exemple. J'ai quelques biens qui restent en Russie. Quand même, j'ai vécu toute ma vie là, et donc j'ai pas pu me débarrasser de tout ce que je possédais. Donc, je crois qu'ils vont confisquer tout ça. C'est un système extrêmement pernicieux, alors. Pardon? C'est un système extrêmement vicieux. Oui, absolument. Et ça s'aggrave de plus en plus, de jour en jour. Il continue à approfondir et à élargir
cette complexe des mesures contre ceux qu'ils appellent agents étrangers. Et voilà, côté livre, ça a devenu finalement impossible, parce qu'au début, les maisons d'édition, en fait, ils étaient plus ou moins d'accord. Ils disaient, bon, voilà, on va emballer votre livre, on va mettre cette étiquette, c'est pas grave. Mais maintenant, si vous faites une nouvelle livre, si vous essayez de trouver un contrat dans une maison d'édition, je ne crois pas que vous allez trouver quelqu'un qui sera d'accord d'éditer votre livre. C'est terrible. Sergueï Parkhomenko, parmi vos activités, vous êtes l'un des initiateurs du projet Dernière adresse connue. En quoi consiste ce projet, s'il vous plaît? Ouais, en russe, ça s'appelle Последний адрес, dernière adresse aussi. Les idées de ce projet, nous étions tous influencés par un projet très connu européen qui s'appelle Stolperstein. Je crois que vous savez ce que c'est. C'est un projet à l'origine allemand, mais qui existe maintenant dans une vingtaine de pays d'Europe, dans plusieurs centaines de villes et plusieurs dizaines de mille des petites plaques sont installées dans le pavement. C'est des carreaux comme ça en cuivre, en bronze plutôt. Voilà, avec les noms des victimes du régime nazi, partout à travers toute l'Europe. Voilà, et on a pris cette idée d'un monument, si vous voulez, pixelisé, qui est composé de plusieurs petits monuments individuels. Et nous, on met ça pas dans le pavement, mais sur les façades des immeubles. Et c'est une petite plaque en acier, format carte postale, comme ça, 11 à 19 cm, où c'est marqué ici, habité un tel, nom, prénom, profession, né telle date, arrêté telle date, fusillé ou mort dans le prison ou autre circonstance de mort telle date, réhabilité telle date. Il s'agit des personnes qui étaient victimes des répressions politiques durant toute l'histoire de l'Union soviétique, qui étaient voilà, arrêtées, condamnées d'après les verdicts absurdes et totalement falsifiés, exécutés ou morts en prison, morts en détention, et puis réhabilités. Voilà, et notre travail, c'est de recevoir les demandes de nos compatriotes. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un membre de famille, ça peut être un habitant de la maison, ça peut être quelqu'un qui s'y intéresse, ça peut être n'importe qui peut nous écrire en disant « Bonjour, je suis un tel, moi je voudrais poser une plaque avec un tel nom à une telle adresse ». Et on accepte cette demande, puis on fait des recherches dans les archives, on essaie de reconstituer toute l'histoire, qui c'était, où il habitait, qu'est-ce qui s'est passé, et si vraiment il était là, si vraiment il était victime d'une répression. Puis, un boulot très très important, peut-être le plus important dans ce projet, on va dans cette maison et on parle avec ceux qui sont dedans, parce que toute façade a un propriétaire, ça appartient à quelqu'un. Donc, si c'est une maison, si c'est une habitation, il y a des gens qui y habitent. Si c'est un bureau, il y a des gens qui travaillent. Si c'est une, je sais pas, boulangerie ou, je sais pas, une clinique médicale, n'importe quoi, on parle avec les gens à qui appartient la maison, le façade, en demandant la permission de poser cette plaque. Et là, c'est ce qu'il y a de plus important et je dirais de plus intéressant, c'est une discussion à ce sujet. On essaie d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi c'est important, quelle est l'idée de projet. Et si on a une permission, on met cette plaque sur le façade et n'importe quel
passant dans la rue peut lire que voilà, dans cette maison habitait un tel, une telle histoire si c'est passé avec lui, et puis s'il l'y intéresse, il peut toujours trouver ce nom et regarder plus en détail. Ah, et encore une chose très très importante, c'est que derrière chaque plaque posée, il y a un texte, il y a une histoire racontée qu'on publie sur notre site internet. Donc voilà, jusqu'à maintenant, si on a posé 1500, un peu plus des plaques, on a écrit 1500 histoires. Quelle est l'adresse de ce site? Pardon? L'adresse de ce site, vous pouvez... Adresse, tout ensemble. Последняя adresse, là. Oui, je vais vous Dernière adresse. Последняя adresse en russe, ok. Последняя.ru. Последняя.ru. Voilà, последняя adresse avec un Y, последний Y. Ah, en caractère latin. Alors, je mettrai l'adresse sur la description de la vidéo. Ouais, très bien, merci. Vous avez, puis-je vous poser une autre question? Vous avez terminé? Ouais. Vous avez évoqué donc le projet allemand Stolperstein, qui a inspiré votre projet Dernière Adresse. Cela met sur un même plan donc les victimes du nazisme et les victimes du communisme. Mais indirectement, ça met aussi sur le même plan le régime nazi et le régime communiste, non? C'est une grande discussion dont on participe aussi. Donc, en fait, l'idée de ce projet, précisément, n'est pas de le mettre sur le même plan. On a pris des principes techniques, des principes d'organisation surtout. Mais si on participe dans ce genre de discussion, je dirais que oui, il y a plein des choses communes entre les deux régimes. Ce sont des régimes amis, ce sont des régimes alliés, ce sont des régimes qui ont commencé ensemble la Deuxième Guerre mondiale et ont essayé de diviser l'Europe. On sait ce que c'est un accord Molotov-Ribbentrop et ses conséquences. Oui, il y a beaucoup des choses communes entre les deux. Ils ressemblent bien l'un à l'autre. Même si l'idéologie, bon, la phraséologie, je dirais, des deux régimes, n'était pas les mêmes. Mais on trouve la même soif aux répressions massives, on trouve les mêmes capacités d'exterminer des gens par milliers et des millions, on trouve de temps en temps les mêmes, je dirais, le même colère contre certaines nations. On sait que le régime stalinien, par exemple, durant les répressions massives des années 30, 40, 50, il y avait des opérations, ce qu'on appelle, destinées spécialement aux telle ou telle nation. Les Polonais, par exemple, ils ont beaucoup su faire. Il y avait aussi une opération juive à la fin de régime Staline. Voilà, oui, justement, ouais, il y a aussi plein de choses très proches. Voilà, mais aussi, vous trouvez tous des Tatars, des Tchétchènes, des Grecs, il y en avait plein. Voilà. Et, ouais, bon, c'est une grande discussion, un grand débat à ce sujet, mais moi, je suis de côté de ceux qui disent, oui, il y a beaucoup de communs entre les deux régimes. Alors, ce projet Dernière Adresse a également été inauguré par vous d'ailleurs en France à l'occasion de la pose de la plaque consacrée au général Miller, un général blanc donc qui dirigeait l'Union des combattants russes ici à Paris et qui a été enlevé et exécuté par des agents du NKVD en 1937. Alors, j'ai filmé cette inauguration, donc la vidéo se trouve sur le site de Razi Express et vous avez fait un discours à cette occasion dans lequel vous avez dit que les deux premiers noms qui vous sont venus lorsque vous avez décidé
d'étendre ce projet en France, c'était le général Miller et le général Koutiepov. Le général Koutiepov, qui, je le rappelle, donc, était également un général blanc, qui a dirigé cette même Union des combattants russes avant le général Miller, et qui lui également a été enlevé et assassiné par la GPU, donc en 1930. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous fait le choix du général Miller alors que l'antériorité comment dire, de ce qui s'était passé revenait au général Koutiepov? Écoutez, d'abord, c'était pas moi qui a décidé, et c'était pas moi qui a choisi. Oui, mais la question ne porte pas sur vous précisément, mais Ouais. comment ça s'est décidé? Je dois préciser tout simplement, c'est que c'est pas le projet Pasledniadres qui travaille en France. C'est un projet français qui s'appelle Dernière adresse connue, organisé par des Français d'après la législation française et basé sur l'enregistrement d'un ONG, association Dernière adresse connue. Je crois que c'est Aglaya Cheshire et ses amis et ses collègues de la bibliothèque Tourguenev qui étaient à l'origine. Donc, nous avons plusieurs projets qui se développent indépendamment dans certains pays. Il y a un qui est en République tchèque, en Allemagne, en Ukraine même, en Géorgie, en Moldavie, et voilà, en France. Et ce sont des projets nationaux. Chacun d'eux a son propre nom, organisé par les citoyens de ce pays sur le matériel local. Donc, eux, ils choisissent, et c'est toujours les autres, les principes différents. Comment ils choisissent les gens dont on s'occupe. Par exemple, des Allemands. Là, c'est assez un truc très fragile, parce que eux, ils s'occupent uniquement des citoyens allemands qui étaient arrêtés par les autorités soviétiques pendant l'Allemagne de l'Est, donc. Ouais, pendant la période d'occupation de l'Allemagne de l'Est, et qui étaient dans sa plupart, puis déportés en Union soviétique, à Moscou, et exécutés là. Et donc, ils s'occupent de ces gens-là, des victimes des services spéciaux soviétiques sur le territoire allemand. C'est ce qu'ils ont choisi, c'était leur choix. Pour les Tchèques, c'est aussi des choses spéciales, pour les Géorgiens, des choses spéciales, c'est partout quelque chose de local. Okay, donc il faut que je pose la question à l'association française. Ouais, les Français, ils ont décidé qu'ils vont s'occuper de ceux qui étaient enlevés et assassinés sur le sol français par les services spéciaux soviétiques. Et les premiers deux noms qu'ils ont trouvés, c'était Miller et Koutiepov. Pourquoi d'abord Miller et puis Koutiepov? Je crois que c'est une raison tout à fait technique, parce qu'il s'agit d'une procédure aussi très très difficile de se mettre d'accord avec les propriétaires de la maison. Et ceux qui contrôlent à Paris, c'est difficile, il y a beaucoup des autorités qui s'en occupent. Donc ils étaient obligés de passer par une longue procédure pour avoir la permission. Ils ont commencé les deux procédures en même temps, si je comprends bien, et voilà, la première qui était prête. Ah, ils ont commencé les deux procédures en même temps. Je crois que oui. Il faut demander les précisément à Agla et à Cheshire, mais je crois qu'ils ont demandé les deux en même temps. Et comme c'était deux arrondissements différents, deux autorités différentes, donc c'était un peu différent, les deux procédures, voilà. La première qui était faite, la première qui était terminée, ils l'ont réalisée, voilà. Tout est simple. Très bien. Lorsque vous avez fait une conférence dernièrement, le 4 décembre, au campus Malesherbes, vous avez fait état du fait que certaines de ces plaques à Moscou et dans d'autres villes russes avaient été arrachées. Ouais, donc, ça a concerné combien de plaques, et est-ce qu'on a identifié les gens qui arrachaient ces plaques? Non, on n'a jamais identifié précisément les gens qui ont arraché. On a quelques idées à ce sujet-là, mais notre projet, il n'a pas je dirais, un service d'investigation qui pourrait faire un vrai... Pas de caméra
brochées sur les plaques. Oui, les caméras, c'est difficile avec des caméras à Moscou parce qu'il y en a plein, il y a partout des caméras. On est sûr que grâce aux caméras, on pourrait le faire. Mais les autorités ne nous laissent pas regarder ce qui est dans la caméra. Ils ne nous soutiennent pas. Ils disent non, c'est destiné à une autre, ça a un autre sens et donc on Un peut autre usage. comme Ils sont ça. donc complices des arracheurs. Ouais. Mais donc on n'est pas des noms des arracheurs. On sait qu'on a quelques noms des gens qui ont publiquement appelé à ça. Parce que là aussi, il y a de temps en temps, on voit des dénonciations, on voit des amateurs, des enthousiastes, je dirais, qui écrivent aux autorités en disant, voilà, regardez, il y a cette plaque, elle est illégale, ils n'ont pas passé par la procédure officielle, et en plus, elle est posée, ça c'est une nouvelle histoire, elle est posée par Mémorial. Et Mémorial, il est officiellement interdit et détruit par le Cour suprême de la Russie. Il est annoncé agent étranger, et même organisation extrémiste, et quelque chose comme ça. C'est pas vrai, c'est pas Mémorial qui l'a fait. Nous, dernière adresse, nous avons notre propre fondation qui s'appelle Fond Последняя Adresse, Fondation Dernière Adresse, qui est une organisation indépendante, et nous ne sommes pas liés officiellement avec Mémorial. Par contre, Mémorial nous a beaucoup aidés. On travaillait toujours avec l'aide de Mémorial, on était toujours proche à Mémorial et on se servait des énormes archives et collections des documents de Mémorial. Mémorial, il était connu pour ça et je crois que ce projet, il n'existerait jamais sans l'aide et le soutien amical de Mémorial. Mais officiellement, c'est pas ça. Il faut rappeler que Mémorial est une institution fondée par Sakharov, qui a donc pendant toutes les années à partir de la chute de l'URSS, et même peut-être avant d'ailleurs, collecté des archives sur les répressions staliniennes et organiser des recherches approfondies de l'histoire soviétique, de l'histoire des droits de l'homme sous le régime soviétique, de toutes sortes de répressions et tout ça. Et finalement, Mémorial, en 2022, a reçu le prix Nobel de la paix, quand même. Mais ça n'a jamais empêché les autorités russes et le Cour suprême russe de le détruire, de le cambrioler, de confisquer tous ses biens et d'interdire son activité sur le territoire russe. Mais Mémorial continue son travail parce que les gens, le peuple de Mémorial continue à exister, continue à travailler. Il travaille en Russie, en dehors de Russie. Il y a une association internationale Mémorial avec, je dois dire, une grande participation des Français parce qu'il existe Mémorial France aussi. Et voilà. Donc, on est proche à Mémorial, mais officiellement, c'est pas Mémorial. Et donc, mais quand même, des certains spécialistes de dénonciation, je dirais, ont déposé leur plainte en disant, voilà, regardez, c'est interdit et tout ça. Sans doute, l'idée de ce projet, le travail de ce projet va tout à fait, je dirais, en contresens avec l'idéologie de la guerre, toute la propagande et toute la conception de la propagande poutinienne. Maintenant, l'idée de prix de la vie humaine, l'idée de la responsabilité d'État pour les vies humaines, les idées humanistes, c'est quelque chose qui va absolument en contresens avec les idées de la guerre, de l'agression, qui est la base maintenant de régime totalitaire Poutine. Donc ça ne nous étonne pas que les autorités sont bien, je dirais, contents d'avoir ce genre des enthousiastes, ce genre des activistes qui s'occupe de la destruction de notre projet. Mais je dois souligner que ce n'est pas l'État directement qui l'organise. On n'a aucune preuve
qu'il y avait une décision quelconque au niveau de pouvoir, au niveau des pouvoirs municipaux, locaux, fédéraux, quoi que ce soit le pouvoir, de détruire le projet. Non, pas du tout. D'accord. C'est une initiative des gens qui D'accord. s'opposent à ce projet. À ce sujet, Sergueï Parkhomenko, vous avez dit, lors de cette conférence à Malesherbes, vous avez dit que ces arrachages de plaques étaient la conséquence de la guerre elle-même. J'en suis absolument Est-ce sûr. que vous pensez que ces arrachages n'auraient pas eu lieu si Poutine n'avait pas déclenché sa guerre en Ukraine? Mais ce projet, il existe depuis 2014. Il a été imaginé en 2013 et il a commencé à fonctionner activement en 2014. On n'y avait jamais pas de problème sérieux. Bon, il y avait quelques cas, je dirais, il y a toujours un pourcentage des problèmes. Sur des milliers des plaques qu'on a posées, il y avait peut-être, je sais pas, une dizaine qui ont disparu ou quelqu'un qui a écrit quelque chose dedans. Bon, c'est normal, hein, et c'était jamais de problème. On peut le changer, on peut le nettoyer et ça va aller. Ça a commencé avec le début de la guerre. L'agression massive contre notre projet est commencée. On a vu ça de nos propres yeux et on continue à le voir malheureusement après le début de la guerre. Et c'est la guerre, j'en suis sûr, qui a monté, dans ces eaux sales du fond de la marée, de la mare. Mais vous pensez que c'est pas un projet organisé donc d'arracher il y a des, ces plaques. ouais, Combien de plaques ont été arrachées sur les près de 1500, c'est ça, 1500 plaques dans différentes villes de Russie? il y a un peu plus que 1500 plaques dans 60 villes de la Russie, 66 je crois villes. Les problèmes, nous les avons pratiquement uniquement dans les grandes villes, à Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg. Il y a beaucoup de problèmes à Saint-Pétersbourg. Je crois qu'il y a une centaine des plaques qui étaient arrachées, mais là, on peut la spécificité de Saint-Pétersbourg, c'est qu'il y avait quelques immeubles où il y avait des dizaines. Il y avait un immeuble avec 34 plaques sur la même mur, parce que c'était la tradition de l'Union soviétique d'avoir des maisons où les gens liés avec les autorités ou les fonctionnaires, les dirigeants des entreprises, les directeurs, je sais pas, les savants, les militaires, habitaient tous ensemble. Et là, c'était l'endroit d'une répression massive, totale. Et donc voilà, dans la même maison, vous pouvez compter, je sais pas, 50 personnes qui étaient arrêtées et fusillées dans la même année, je sais pas, 1937 ou 1938. Et donc, nous avons beaucoup de plaques sur le même mur, une trentaine. Et voilà, quelques maisons de ce genre ont souffert. Tous les plaques étaient enlevées. Et donc, je crois que ça arrive à une centaine à Saint-Pétersbourg. Ça arrive à plusieurs dizaines à Moscou, sans doute. À Moscou, c'est beaucoup plus dispersé. Il y a une plaque, deux plaques sur plusieurs adresses. Mais on voit aussi beaucoup d'adresses qui étaient objet de cette agression. Et voilà, je ne peux pas vous donner le chiffre exact parce que ça tourne tous les jours, parce qu'on continue à recevoir l'information sur les adresses qui étaient agressées, et on remet des plaques de temps en temps, on les replace si la maison nous demande. Si la maison nous dit, les habitants de maison nous disent, s'il vous plaît, remettez une autre fois. Une deuxième fois, on va essayer de la garder, on va essayer de mettre le caméra, de regarder, on va le défendre. Ça arrive souvent, ça? Défendre, hein? Ça arrive souvent que les habitants défendent les plaques? Ouais, ça arrive de temps en temps, et on voit ce qui est un sentiment très important pour nous, c'est qu'on voit une certaine résistance des gens qui nous demandent de remettre des plaques, des duplicats, ou bien il y a des gens qui le font eux-mêmes avec des substituts en carton. Il y en a beaucoup maintenant.
sur les places où les plaques étaient détruites, ils mettent des imitations en carton qui vivent pas longtemps, bien sûr, sous la pluie, mais ils les changent de temps en temps. Ou bien ils mettent un petit feuille de papier dans une enveloppe en plastique, disant ici il y avait des plaques de Pasléniades qui étaient arrachées par des inconnus. Mais voilà, de tels noms étaient mentionnés sur ces plaques. Voilà. Et ça a devenu déjà une sorte, je dirais, de symbole en soi. Les traces, les vides qui restent sur la place de ces plaques, et même les gens qui ont organisé, il y a une cérémonie très respectée, très traditionnelle en Russie, une cérémonie des lectures des noms, tous les 29 octobre. Tous les ans, c'est une cérémonie sur la place de la Lubyanka. Lubyanka, normalement. Les autorités l'interdisent, bien sûr, mais les gens arrivent pour lire à haute voix les noms des victimes de répression. Voilà. Et cette année, il y avait une affiche qui annonçait cette procédure, qui était largement distribuée dans l'Internet, partout, une affiche, une pancarte, si vous voulez, et le fond de ce texte était une mûre avec les empreintes, les taches rectangulaires qui restent là où il y avait des plaques de Pasléniades. Et donc ça a déjà, si vous voulez, un deuxième tour, une deuxième génération de symbolisme. Le mémoire qui était revenu et puis arraché et qui revient à nouveau, voilà, sous forme, voilà, sous autre forme, sous forme de lecture des noms, ou sous forme tout simplement de savoir ce que c'était à cet endroit. Voilà, il y reste un rectangle vide, mais il était là un nom qui était arraché. J'ai une question un peu longue à vous poser maintenant, en référence au dernier livre de Jonathan Little. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou même si vous l'avez lu. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas lu, malheureusement. Donc, qui s'intitule Un endroit inconvénient, où il a enquêté sur les lieux de l'assassinat de 34 000 juifs de Kiev, assassinés par les nazis dans le ravin de Babiniar. Donc, en septembre, les 29 et 30 septembre 1941. Il a fait cette enquête au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022. Donc, en faisant ses recherches, il rencontre un pope qui officie dans une église qui a été construite sur l'emplacement du camp de Sirets, donc le camp de Sirets qui se trouvait à proximité du ravin où ont lieu les assassinats. Il a un entretien avec lui et ce pope, le père Johann, lui dit, je cite, « On ne pensait pas qu'il y aurait une guerre. Personne n'y croyait. Moi-même, j'ai essayé de persuader tout le monde que c'était impossible, qu'au XXIe siècle, c'était absurde. Mais il y a une raison pour laquelle cela s'est produit. Les pays de l'Union soviétique ne sont pas passés par la repentance comme l'Allemagne. Par conséquent, tôt ou tard, ça devait exploser. C'est comme une tumeur qui n'a pas été ôtée, elle a produit des métastases. » Fin de citation. Que pensez-vous de cette inversion de la causalité? J'entends par inversion de la causalité, j'entends ce que vous dites dans C'est la guerre qui a provoqué comment dire, cette bouffée d'arrachage de plaques, mais est-ce que ce n'est pas l'absence de mémoire qui aussi provoque ce qui se passe actuellement en Russie, la guerre qui l'accompagne? Je suis complètement d'accord avec ce pope. Moi, je pense exactement la même chose. Et en fait, c'était l'idée et l'objectif de ce projet, Pasléniades. Exactement ça. On n'a pas organisé une fabrique des plaques en acier. C'était pas l'objectif. L'objectif était de réunir des gens autour, de commencer, de provoquer le débat au sujet justement de la mémoire, de
de la crime, de la culpabilité, sans doute, faire penser, faire discuter, faire regarder, faire apprendre les gens. C'était ça l'objectif, et ça reste l'objectif de ce projet, et c'est pour ça qu'on le continue. Et moi, je suis absolument d'accord que c'était très très important que la société soviétique et puis russe n'a jamais vraiment compris et accepté cette idée de culpabilité. C'était ça, en fait, l'objectif des décennies de travail de Mémorial. C'est pour ça que les gens de Mémorial travaillaient. C'est pour ça que Mémorial a eu son prix Nobel, juste pour ce travail, inachevé, sans doute. Un travail à continuer, peut-être à refaire à zéro, dès le début, après la guerre. Parce que c'est exactement la guerre qui a prouvé que ce boulot n'était pas accompli, et c'est que ces idées n'étaient pas enracinées dans la société soviétique et puis russe. Et ça, c'est sans doute une des bases, des explications de cette guerre atroce. C'est que les gens n'ont compris ce qui s'est passé. Ils pensent que ça ne leur touche pas, c'est que c'est quelque part ailleurs. Ça ne les concerne pas. Parce que, bon, voilà, au moment de ces discussions dont j'avais parlé, les discussions qui est derrière chaque plaque posée, il y a toujours une discussion avec les habitants de la maison. Ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que ça vous concerne aussi. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelque part, c'est pas à un temps incertain. Non, ça s'est passé avec vous. C'est votre histoire, votre famille. Finalement, c'est votre maison. Et cette personne dont on parle, elle est habitée là, ici, dans cet appartement. Voilà, regardez cette porte. Regardez cet escalier que la personne a monté 3 fois ou 4 fois par jour. C'était chez vous. C'est ce qu'on essaye d'expliquer. Et c'est ce qui marche. Parce que, en fait, bon, tous les soviétiques, tous les Russes, ils sont depuis très très longtemps se diviser en deux camps. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui disent « Ah voilà, c'était très important, c'est pour ça qu'on a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et Staline, il était un très bon manager qui a organisé le grand développement du pays, industrialisation et tout ça, et puis qui a respecté les intérêts géopolitiques d'Union soviétique. » Il y a des autres qui sont contre, il y a des autres qui disent « Ah voilà, les répressions, les milliers de morts, les gens incapables, sans aucune, les gens innocents qui étaient fusillés et tout ça. » Voilà, quand on discute ça au niveau, je dirais, de la grande stratégie, au niveau de statistiques, quand on opère par les grands chiffres des millions et tout ça, ça sert à rien. Parce que les gens déjà se sont divisés, ils ne veulent pas changer de camp. Mais quand on parle d'une personne, une personne qui habitait cette maison, c'est tout à fait une autre histoire, c'est tout à fait une autre conversation. Et là, les gens commencent à s'imaginer sur le même place, les gens commencent à comprendre que ça les touche aussi, et ça les rapproche au moment, voilà, justement, de la compréhension de ce qui s'est passé. C'est ça ce qui est important dans ce genre de discussion. Et donc, moi, je suis absolument d'accord avec ce personnage de Jonathan Littell, ce Pop, et moi, je pense aussi exactement la même chose. Je ne sais pas si vous avez lu un article de Vladimir Karamurza, qui est aussi un opposant à Poutine et qui est actuellement prisonnier politique en Sibérie. Un article qui a été publié sur le site RA. Donc dans lequel il dit que l'opposition, enfin que l'équipe Yeltsin précisément, lorsqu'il y a eu le changement de régime, a loupé une occasion. A loupé une occasion qui était celle de faire un procès de Nuremberg du communisme et de prendre une loi de lustration.
Et il ajoute même que bon, c'est pas seulement Yeltsin et son équipe qui sont fautifs dans cette circonstance, c'est aussi les leaders occidentaux, dit-il, qui ont empêché Yeltsin de faire une ouverture complète des archives. Ce que dit lui-même également Vladimir Boukowski, qui avait été chargé par Yeltsin de commencer à instruire le procès du Parti communiste du RSS. Qu'est-ce que vous pensez de cette accusation, finalement, c'en est une, portée contre les leaders occidentaux qui redoutaient que l'ouverture complète des archives ne fasse apparaître des informations les concernant eux-mêmes? Là, oui et non. D'une part, je suis bien d'accord que Yeltsin et son équipe pourraient être beaucoup plus actifs et beaucoup plus, je dirais, pourraient prendre des décisions beaucoup plus concrètes sur l'ouverture surtout ce qui se passe, l'ouverture des archives, ça serait très très important. Ça pourrait être très très important. Bien sûr, ils ont pas osé de faire plein de choses. Bien sûr que les leaders de l'Occident pourraient jouer un rôle plus important et aussi plus décisif dans ce projet et dans ce procès. Mais en ce qui concerne l'illustration, en ce qui concerne le Nuremberg russe ou bien soviétique, en ce qui concerne les conséquences qui pouvaient être portées de ce processus, là, je suis sûr qu'il n'y avait pas une demande de la société russe. Parce que là, dans les pays où ça s'est passé, par exemple, où il y avait les processus de lustration, les pays baltes, par exemple, la Tchécoslovaquie, vous avez vu clairement une demande, la volonté, la soif de la société qui disait on va le faire, il faut le faire, même si on va souffrir, même si ça va poser des problèmes, même si ça va donner des problèmes massifs, c'est un effort à faire. Vous permettez que je vous interrompe là? Parce que Karamurza dit dans cet article que la société était mobilisée dans ce sens, à Moscou, notamment au moment où elle s'est rassemblée devant la Loubianka et qu'elle a déboulonné la statue de Dzerzhinsky. À ce moment-là, Yeltsin a arrêté la foule qui était prête à prendre la Loubianka et à virer le KGB, le FSB à l'époque. Ouais, moi j'étais dans cette foule, là, sur la même place. Oui, il y avait quelques milliers de gens qui étaient mobilisés et c'était le moment où on pouvait, je dirais, détruire des archives de KGB, plutôt détruire que de les réouvrir. Parce que c'était le moment plutôt de l'attaque, de l'agression. Et ouverture des archives, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas par la foule. Ça se fait par les gens qui arrivent et qui commencent à travailler dans les archives. Voilà ce que par exemple. Non, ce que je voulais dire, ça ne concernait pas les archives, ça concernait les institutions. Ce que reproche Karamurza à Yeltsin, c'est d'avoir permis aux gens qui étaient au pouvoir à l'époque soviétique de rester au pouvoir finalement, dans la mesure où il n'y a eu ni procès ni loi de lustration. Ce jour-là, on pourrait brûler l'immeuble de KGB. Ce jour-là, on pourrait détruire les locaux de KGB. C'était bien possible. Est-ce que ça signifierait la destruction de l'institution, de l'influence? Est-ce que les gens de KGB, bon, tout cet énorme réseau qui consistait en KGB, en fonctionnaires partis, en fonctionnaires de l'intérieur, des diplomates soviétiques et tout ça, est-ce que ça devrait renverser vraiment le régime soviétique et communiste, cette destruction des locaux, des bureaux de la place Lubyanka? Oui, les bureaux de la place Lubyanka, on pourrait les détruire complètement. Mais, je vous souligne autre chose. Un an après, en 2092, le cours constitutionnel russe
a mené un procès contre le Parti communiste de l'Union soviétique pour l'interdire et pour la condamner. C'était la première tentative, je ne sais pas, la première série de Nuremberg russe. Ce procès, il était perdu par ceux qui accusaient le Parti communiste. Les avocats, les vrais avocats, on connaît les noms, du Parti communiste de l'Union soviétique, étaient forts, professionnels, et ils ont prouvé à la Cour constitutionnelle russe que, au moins, cette accusation-là, cette accusation concrète, n'était pas bien préparée et ne pourrait pas servir de la base de l'interdiction de ce parti et son activité. Vice de procédure. Ouais. Le plus intéressant, c'est la réaction de sociétés russes. Déjà, en 2012, c'était pas l'Union soviétique, c'était le pays déjà indépendant, le pays avec le gouvernement de Gaïdar, avec Yeltsin comme président, avec le Parti communiste qui était vraiment repoussé du pouvoir. Et c'était pas encore le revenu de la dictature de KGB, il y avait, je sais pas, aucun Poutine au pouvoir et tout ça, mais quelle était la réaction? Aucune. Nulle. Le peuple russe, qui était au courant de ce projet, de ce procès. En 2012 Vous avez dit en 2012. Non, 2092, bien sûr. Okay. 2092. 2092, je m'excuse. Voilà. Moi, j'ai beaucoup écrit. J'étais correspondant pour un journal, Nezavissimaya Gazeta, un quotidien, et j'écrivais tous les jours pendant ce projet. Il y en avait plein de journalistes, il y avait plein de textes, plein de publications qui n'ont donné aucune impression. Les gens n'ont voulu pas. Les gens n'ont pas demandé les illustrations. C'est ça le problème. Et bon, écoutez, Yeltsin... Est-ce qu'ils avaient peur? Vous pouvez dire qu'ils avaient peur. Ils pensaient que c'était pas la première obligation. Surtout tous ceux qui étaient au pouvoir en ce moment-là, tous les démocrates, tous ceux qui entouraient Yeltsin, tous ceux qui ont franchement voulu mettre fin au pouvoir soviétique et commencer la nouvelle histoire de la nouvelle Russie indépendante, tous ceux quand même, ils avaient leur passé où ils étaient membres de partis communistes ou membres des organisations des jeunes communistes, genre Komsomol, ceux qui ont participé dans les réunions. Ça a duré quand même 70 ans déjà, en ce moment-là. Et donc, tout le peuple, il était immergé dans cette, je dirais, dans sa tradition. Et les gens, ils n'ont pas voulu de l'illustration. Ils n'ont pas... Peut-être l'importance la plus grave entre, je sais pas, l'Union soviétique et la République tchèque était la durée de régime communiste. Parce que quand même, chez les Tchèques, les Slovaques, les Lettons, les Lituaniens, les Polonais, il y avait quand même plein de gens encore vivants qui se rappelaient d'avant-communisme ou qui avaient des parents ou des grands-parents dont qui l'ont raconté, tout ça. En Union soviétique, c'était déjà il y a 70 ans après, 70 ans ont passé sous ce régime et c'était trop profond. Et les gens ne pouvaient pas s'imaginer d'avant et de se rallier avec l'image d'un Russe d'avant-révolution qui pourrait se libérer de cette idéologie communiste. Mais pour moi, c'est absolument évident. C'est pas Yeltsin qui a décidé de ne pas le faire. C'est le peuple russe qui n'a pas demandé Yeltsin, qui n'a pas forcé Yeltsin, qui n'a pas insisté sur ce qui se passe. Et quand même, c'est des peuples qui décident. C'est pas une imagination d'un tel politique ou un autre qui joue. C'est la société qui doit avoir une vraie volonté, une vraie soif à quoi que ce soit, au changement,
illustration à cette défense contre la fameuse idéologie communiste. Non, ce n'était pas le cas. L'heure avance, Sergueï Parkhomenko. Si vous le permettez, je souhaiterais vous poser encore deux questions. L'avant-dernière, donc toujours sur l'article de Kara-Murza, donc qui est paru en septembre dernier, il dit que cette fenêtre d'opportunité qui a été ratée, selon lui, donc en 91-92 par l'équipe Yeltsin, pourrait se présenter à nouveau, parce qu'il, selon lui, la guerre déclenchée par Poutine donc en février 2022 va entraîner fatalement et pour bientôt la chute du régime Poutine, et que donc il va falloir à ce moment-là opérer ce travail de purification de la mémoire, donc par un procès sur les activités criminelles du régime soviétique et celles du régime Poutine, notamment les crimes commis pendant la guerre en Ukraine. Que pensez-vous de cette perspective? Ça dépend de la fin de la guerre. Ça dépend de comment cette guerre est terminée. Vous la voyez comment? Ça, c'est une longue conversation. Je le vois comment. Surtout, je pense que ce que je voulais dire. En quelques mots. En quelques mots, je voulais dire que l'armistice maintenant, un couvre-feu, un accord avec Poutine. Un cessez-le-feu, vous voulez dire? Un cessez-le-feu, pardon, pas le couvre-feu, bien sûr. Un cessez-le-feu. Un accord avec Poutine ne serait pas la fin de la guerre. Ça serait qu'une petite pause qui permettra à Poutine de reconstituer son armée, de rafraîchir les forces, les armements, et de continuer la guerre encore plus, je dirais, à l'échelle encore plus grande, encore plus agressive et encore plus cruelle. Il est arrivé en Ukraine, pas pour avoir la région de Kharkiv, ou même pour occuper Kiev. Il est allé en Ukraine pour détruire l'Europe. C'est la guerre entre la civilisation et le barbarisme. C'est des barbares qui sont arrivés chez les civilisés. Voilà. Et il va continuer. Donc, si vous insistez sur un accord avec Poutine, vous n'allez pas avoir le fin de la guerre et vous n'allez pas avoir aucun vrai changement au sein de sociétés russes. Vous allez provoquer le soutien, vous allez provoquer encore plus de ressentiment, vous allez provoquer encore plus de la soif de vengeance de côté de régime Poutine, et vous allez provoquer encore plus de soutien de la part des habitants, des citoyens. Bon, les mots citoyens ne me conviennent pas très bien dans ce cas-là, mais bon, disons des habitants de la Russie. Il faut une défaite. La guerre doit se terminer par une défaite, pas de la Russie, mais de régime Poutine et son armée. Et sinon, vous allez avoir des conséquences encore pires. Annexe à l'avant-dernière question, vous ne croyez pas en un effondrement prochain de l'économie russe, selon ce que disent certains économistes, notamment interviewés sur Живой Гвоздь? Ça dépend de ce qu'on comprend sous le mot l'effondrement. Je crois que l'effondrement est en marche. La Russie plonge dans le noir, elle perd la perspective, elle perd les technologies, elle s'éloigne de plus en plus de l'économie mondiale, de progrès mondial et tout ça. Ce genre d'effondrement, il est inévitable. Mais il y a un autre effondrement, on se demande tout simplement jusqu'à quel moment Poutine va avoir assez d'argent pour payer les morts. Ça, il peut continuer pendant longtemps.
Ça, il a des réserves d'argent pour payer les familles qui vendent leur père, leur frère, leur mari, en fait, à la guerre, qui les échangent contre les subventions d'État, l'argent qu'ils n'ont jamais imaginé, l'argent qu'ils n'ont jamais eu osé. Voilà. Pour ça, Poutine va avoir de l'argent pour longtemps, pour des années et des années encore. Malheureusement, tout le système, tout le projet des sanctions a échoué maintenant dans ces éléments les plus importants, ceux qui concernent le gaz et le pétrole. On voit que Poutine continue à gagner beaucoup, avoir des grands revenus et à financer avec ça les deux choses les plus importantes pour lui, la production des armes et les morts, les vies des gens. Il paye tout simplement et il en a assez d'argent. Ce qui mène son économie à la surchauffe. Dernière question, Sergueï Parkhomenko. Auront lieu bientôt en mars les élections présidentielles qui ne posent aucun doute sur son résultat. Ce que vous avez dit tout à l'heure laisse penser que Poutine va bénéficier d'un fort soutien. Est-ce que n'est pas posée là une question que vous aviez écartée lors de votre conférence à Malesherbes, à savoir la question de la responsabilité collective du peuple russe, dans la mesure où une grande partie de ce peuple va voter pour un criminel de guerre, et pour un criminel tout court, inculpé par le tribunal pénal international. Pardon. On ne sait pas exactement et on ne va pas savoir exactement quel nombre des Russes va voter pour Poutine vraiment. On sait que les résultats d'élection seront déformés et falsifiés massivement. Ils ont tous les instruments pour ça. Ils n'ont aucun contrôle, aucune surveillance de la part des journalistes, par exemple, aucune surveillance internationale, rien. Ils peuvent publier n'importe quel chiffre. Ils peuvent ne pas même compter le vote. Ils peuvent tout simplement inventer les chiffres comme ils veulent. Et ils vont le faire, sans doute. Mais quand même, bien sûr, on sait que la plupart des gens vont voter le pouvoir tel qu'il est. Et c'est malheureusement le pratique qu'on voit depuis des années et des années. Les gens votent le pouvoir existant sans réfléchir, sans penser que le moment d'élection, c'est exactement le moment où ils veulent quand même poser des questions, où ils peuvent quand même enfin poser des questions et poser ses reproches et essayer de changer quelque chose dans leur vie. C'est ça le problème en Russie, c'est que la plupart des Russes ne comprennent pas le vrai sens d'élection. Et justement, moi j'étais toujours pour cette phrase, c'est que les problèmes de la Russie, c'est pas les problèmes de la démocratie, c'est les problèmes de la République. C'est que les Russes, ils sont pas tout à fait républicains. Ils ne comprennent pas très bien pourquoi, quelle est la liaison entre leur vote et leur vie, leur vote et le pouvoir. Ils ne sont pas tout à fait sûrs que le pouvoir vient des urnes et naît dans les urnes. C'est ça, voilà, le manque de compréhension des mécanismes républicains, même pas démocratiques. Voilà. Oui, bien sûr, la responsabilité est là. La responsabilité des gens qui posent sur les gens qui ne soutiennent même pas la guerre. Il ne s'agit pas des Russes qui soutiennent la guerre. Il s'agit des Russes qui veulent être de côté, qui veulent rester sans différence, qui disent « ça ne me touche pas ». Je ne m'intéresse pas à la politique, ça c'est le pire des phrases qui existent en Russie contemporaine, je ne m'intéresse pas aux politiques. Il y a toujours, à mon avis, cette blague très, très actuelle, je dirais, c'est qu'il y a deux personnages qui sont dans un camion et l'un demande à l'autre, est-ce que vous êtes au courant dans quel camp de concentration on nous transporte. Et le deuxième dit non, je ne m'intéresse pas aux politiques. Voilà. Et c'est vrai, malheureusement.
Et les gens cherchent à éviter la responsabilité, les gens cherchent à éviter la culpabilité, parce que sinon, il est obligé de prendre cette responsabilité pour un assassin, pour quelqu'un qui a organisé cette extermination massive, cette agression. Les gens ne veulent pas de ça, en disant non, 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 moi je suis pour rien, c'est pas la guerre, c'est hier, c'est pas moi qui a commencé, c'est pas moi qui est responsable, mais ça c'est la responsabilité. Quand quelqu'un dit en cette situation-là, moi je suis pas responsable, ça veut dire qu'il est responsable, juste pour ça. Donc moi, malheureusement, je suis obligé de soutenir l'idée de la responsabilité collective en disant que les Russes, quand même, se montraient un peuple très euh, irresponsable en ce cas-là, et un certain culpabilité pose sans doute sur chaque Russe qui a essayé de s'éloigner, de ne pas prendre cette responsabilité sur lui. Merci Sergei Parkhomenko de cette interview très, très complète, très dense et très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.